Part 2, Le Place de Roi. Ce temps d'ignorance, ce temps d'interrogation demeuré en suspense. Il faudrait s'arrêter sans doute. Là est fixée la fin du discours et le recommencement peut-être du travail. Il y a encore cependant quelques mots à dire. Des mots dont le statut sans doute est difficile à justifier, car il s'agit d'introduire au dernier instant et compare un coup de théâtre artificiel un personnage qui n'avait point encore figuré dans le grand jeu classique des représentations. Ce jeu, on aimerait en reconnaître à loi préalable dans le tableau des Ménines, où la représentation est représentée en chacun de ces moments. Peintre, palette, grande surface foncée de la toile retournée, tableau accroché au mur, spectateurs qui regardent et qui sont à leur tour encadrés par ceux qui les regardent. Enfin, au centre, au cœur de la représentation, au plus proche de ce qui est essentiel, le miroir qui montre ce qui est représenté, mais comme un reflet si lointain, si enfoncé dans un espace irréel, si étranger à tous les regards qui se tournent alors, qu'il n'est plus que le redoublement le plus frêle de la représentation, toutes les lignes intérieures du tableau. Et celles surtout qui viennent du reflet central pointant vers celle même qui est représentée, mais qui est absente, à la fois objet, puisque c'est ce que l'artiste représenté est en train de recopier sur la toile, et sujet, puisque ce que le peintre avait devant les yeux en se représentant dans son travail, c'était lui-même, puisque les regards figurés sur le tableau sont dirigés vers cet emplacement fictif du royal personnage, qui est le lieu réel du peintre, puisque finalement l'hôte de cette place ambiguë ou alternant comme en un clignotement sans limite, le peintre est le souverain. C'est le spectateur dont le regard transforme le tableau en un objet, pure représentation de ce manque essentiel. Encore, ce manque n'est-il pas une lacune, sauf pour le discours qui laborieusement décompose le tableau, car il ne cesse jamais d'être habité et réellement comme
le prouvant l'attention du peintre représenté. Le respect des personnages que le tableau figure, la présence de la grande toile vue à l'envers et notre regard à nous pour qui ce tableau existe et pour qui, du fond du temps, il a été disposé. Dans la pensée classique, celui pour qui la représentation existe et qui se représente lui-même en elle, s'y reconnaissait pour image ou reflet. Celui qui noue tous les fils entrecroisés de la représentation en tableau. Celui-là ne s'y trouve jamais présent lui-même. Avant la fin du XVIIIe siècle, l'homme n'existait pas, non plus que la puissance de la vie, la fécondité du travail ou l'épaisseur historique du langage. C'est une toute récente créature que la démiurgie du savoir a fabriquée de ses mains, il y a moins de 200 ans. Mais il a si vite vieilli qu'on a imaginé facilement qu'il avait attendu dans l'ombre pendant des millénaires le moment d'illumination où il serait enfin connu bien sûr. On pourra dire que la grammaire générale, l'histoire naturelle, l'analyse des richesses étayant bien en un sens des manières de reconnaître l'homme. Mais il faut distinguer. Sans doute, les sciences naturelles ont traité de l'homme comme d'une espèce ou d'un genre. La discussion sur le problème des races au XVIIIe siècle en est le témoignage. La grammaire et l'économie, d'autre part, utilisant des notions comme celle de besoin, de désir ou de mémoire et d'imagination. Mais il n'y avait pas de conscience épistémologique de l'homme comme tel. L'épistème classique s'articule selon des lignes qui n'isolent en aucune manière un domaine propre et spécifique de l'homme. Et si on insiste encore, si on objecte que nulle époque pourtant n'a accordé davantage à la nature humaine, ne lui a donné de statut plus stable, plus définitif, mieux offert au discours. On pourra répondre en distant que le concept même de la nature humaine et la manière dont il fonctionne excluait qu'il y eut une science classique de l'homme. Il faut noter que dans l'épistème classique,
les fonctions de la nature et de la nature humaine, s'opposant terme à terme. La nature, par le jeu d'une juxtaposition réelle et désordonnée, fait surgir la différence dans le contenu ordonné des êtres. La nature humaine fait apparaître l'identique dans le champ désordonné des représentations, et ceci par le jeu d'un étalement des images. L'une implique le brûlage d'une histoire pour la constitution des paysages actuels. L'autre implique la comparaison d'éléments inactuels qui défendent la trame d'une suite chronologique. Malgré cette opposition, ou plutôt à travers elle, on voit se dessiner le rapport positif de la nature et de la nature humaine. Elles jouant en effet avec des éléments identiques, le mime, le contenu, l'imperceptible différence, la succession sans rupture. Toutes deux font apparaître sur une trame ininterrompue la possibilité d'une analyse générale qui permet de répartir des identités isolables et les visibles différences. Selon un espace en tableau et une suite ordonnée, mais elles n'y parviennent point l'une sans l'autre. Et c'est par laquelle communiquant, en effet, par le pouvoir qu'elle détient de se redoubler dans l'imagination et le souvenir et l'attention multiple qui compare. La chaîne des représentations peut retrouver au-dessus du désordre de la terre la nappe sans rupture des êtres, la mémoire, d'abord hasardeuse et livrée aux caprices des représentations telles qu'elles s'affrontent, se fixe peu à peu en un tableau général de tout ce qui existe. L'homme peut alors faire entrer le monde dans la souveraineté d'un discours qui a le pouvoir de représenter sa représentation. Dans l'acte de parler, ou plutôt en se tenant au plus près de ce qu'il y a d'essentiel pour l'expérience classique du langage. Dans l'acte de nommer, la nature humaine, complie de la représentation sur elle-même, transforme la suite linéaire des pensées en un tableau constant d'êtres partiellement différents. Le discours où elle redouble ses représentations et les manifeste, la lie à la nature. Inversement, la chaîne des êtres est liée à la nature humaine par le jeu de la nature, puisque le monde réel,
tel qu'il se donne au regard n'est pas le déroulement pur et simple de la chaîne fondamentale des êtres, mais qu'il en offre des fragments immêlés, répétés et discontinus. La série des représentations dans l'esprit n'est pas contrainte de suivre le chemin continu des différences imperceptibles. Les extrêmes s'y rencontrant, les mêmes choses s'y donnant plusieurs fois, les traits identiques se superposant dans la mémoire, les différences éclatant. Ainsi, le grand nappe indéfini et continu s'imprime en caractères distincts, en traits plus ou moins généraux, en marque d'identification et, par conséquent, en mode la chaîne des êtres déviants discours, se liant par là à la nature humaine et à la série des représentations. Cette mise en communication de la nature et de la nature humaine à partir de deux fonctions opposées mais complémentaires, puisqu'elles ne peuvent s'exercer l'une sans l'autre, emporte avec soi de larges conséquences théoriques. Pour la pensée classique, l'homme ne se loge pas dans la nature par l'intermédiaire de cette nature régionale, limitée et spécifique, qui lui est accordée par droit de naissance comme à tous les autres êtres. Si la nature humaine s'enchevêtre à la nature, c'est par les mécanismes du savoir et par leur fonctionnement, ou plutôt dans la grande disposition de l'épistème classique. La nature humaine et leurs rapports sont des moments fonctionnels, définis et prévus, et l'homme, comme réalité épaisse et première, comme objet difficile et sujet souverain de toute connaissance possible, n'y a aucune place les thèmes modernes d'un individu vivant, parlant et travaillant selon les lois d'une économie, d'une philologie et d'une biologie, mais qui, par une sorte de torsion interne et de recouvrement, aurait reçu, par le jeu de ces lois elles-mêmes, le droit de les connaître et de les mettre entièrement au jour. Tous ces thèmes pour nous familiers et liés à l'existence des sciences humaines sont exclus par la pensée classique. Il n'était pas possible en ce temps-là que s'adresse à la limite du monde cette stature étrange d'un être dans la nature, celle qui le détermine, le détient et le traverse
depuis le fond du temps serait de connaître la nature et soi-même par conséquent comme être naturel. En revanche, au point de rencontre entre la représentation et l'être, là où s'entrecroissent nature et nature humaine. En cette place où de nos jours nous croyons reconnaître l'existence première, irrécusable et énigmatique de l'homme, ce que la pensée classique, elle, fait surgir, c'est le pouvoir du discours, c'est-à-dire du langage en tant qu'il représente, le langage qui nomme, qui découpe, qui combine, qui noue et dénoue les choses, en les faisant voir dans la transparence des mots. En ce rôle, le langage transforme la suite des perceptions en tableau et en retour découpe le contenu des êtres en caractère. Là où il y a discours, les représentations s'étalant et se juxtaposant, les choses se rassemblant et s'articulant. La vocation profonde du langage classique a toujours été de faire tableau. Que ce soit comme discours naturel, recueil de la vérité, description des choses, corpus de connaissances exactes ou dictionnaire encyclopédique. Il n'existe donc que pour être transparente. Il a perdu cette consistance secrète qui, au XVIe siècle, l'épaississait en une parole à déchiffrer et l'enchevêtrait avec les choses du monde. Il n'a pas encore acquis cette existence multiple sur laquelle nous interrogions aujourd'hui. À l'âge classique, le discours, cette nécessité translucide à travers laquelle passent la représentation et les êtres. Lorsque les êtres sont représentés au regard de l'esprit, lorsque la représentation rend visible les êtres en leur vérité, la possibilité de connaître les choses et leur ordre passe dans l'expérience classique par la souveraineté des mots. Ceux-ci ne sont au juste ni des marques à déchiffrer, comme à l'époque de la Renaissance, ni des instruments plus ou moins fidèles et maîtrisables, comme à l'époque du positivisme. Ils forment plutôt le réseau incolore à partir de quoi les êtres se manifestant et les représentations s'ordonnant. De là, sans doute le fait
que la réflexion classique sur le langage, tout en faisant partie d'une disposition générale où elle entre au même titre que l'analyse des richesses et l'histoire naturelle exerce par rapport à elle un rôle recteur. Mais la conséquence essentielle, c'est que le langage classique comme discours commun de la représentation et des choses, comme lieu à l'intérieur duquel nature et nature humaine s'entrecroissant, exclut absolument quelque chose qui serait science de l'homme. Tant que ce langage-là a parlé dans la culture occidentale, il n'était pas possible que l'existence humaine fût mise en question pour elle-même, car ce qui se nouait en lui, c'était la représentation et l'être. Le discours qui, au XVIIe siècle, alliait l'une à l'autre le je pense et le je suis de celui qui l'entreprenait. Ce discours là est démuré sous une forme visible. L'essence même du langage classique, car ce qui se nouait en lui de plein droit, c'était la représentation et l'être. Le passage du je pense au je suis se complissait sous la lumière de l'évidence à l'intérieur d'un discours dont tout le domaine et tout le fonctionnement consistait à articuler l'une sur l'autre ce qu'on se représente et ce qui est. Il n'y a donc à objecter à ce passage ni que l'être en général n'est pas continu dans la pensée, ni que cet être singulier tel qu'il est dessiné par le « je suis » n'a pas été interrogé ni analysé pour lui-même. Ou plutôt, ces objections pouvant bien être et faire valoir leur droit, mais à partir d'un discours qui est profondément autre et qui n'a pas pour raison d'être le lien de la représentation et de l'être. Sur une problématique qui contourne la représentation pourra formuler pareille objection. Mais tant quoi durer le discours classique, une interrogation sur le mode d'être impliqué par le cogito ne pouvait pas être articulée. Part 3. L'analytique de la finitude. Lorsque l'histoire naturelle devient biologie, lorsque l'analyse des richesses devient l'économie, lorsque surtout la réflexion sur le langage se fait philologie,
et que s'efface ce discours classique où l'être et la représentation trouvant leur lieu commun, alors dans le mouvement profond d'une telle mutation archéologique. L'homme apparaît avec sa position ambiguë d'objet pour un savoir et de sujet qu'il connaît. Souveraine soumise, spectateur regardé, il surgit là, en cette place de roi, que lui assignant par avance les Ménines. Mais pendant longtemps, sa présence réelle fut exclue, comme si, en cet espace vacant vers lequel était tourné tout le tableau de Velázquez, mais qu'il ne reflétait pourtant que par le hasard d'un miroir et comme par effraction, toutes les figures dont on connaît l'alternance, l'exclusion réciproque, l'entrelac et le pilotement, le modèle, le peintre, le roi, le spectateur, s'essayant tout à coup leur imperceptible danse, si figeant en une figure pleine et exigeant que fût enfin rapporté à un regard de chair tout l'espace de la représentation. Le motif de cette présence nouvelle, la modalité qui lui est propre, la disposition singulière de l'épistème qui l'autorise, le rapport nouveau qui à travers elle s'établit entre les mots, les choses et leur ordre. Tout cela peut être maintenant mis en lumière. Cuvier et ses contemporains ayant demandé à la vie de définir elle-même et dans la profondeur de son être les conditions de possibilité du vivant. De la même façon, Ricardo avait demandé au travail les conditions de possibilité de l'échange, du profit et de la production. Les premiers philologues ayant aussi cherché dans la profondeur historique des langues la possibilité du discours et de la grammaire. Du fait même, la représentation a cessé de valoir pour les vivants, pour les besoins et pour les modes, comme leur lieu d'origine et les sièges primitifs de leur vérité. Par rapport à eux, il n'est rien de plus, désormais, qu'un effet, leur répondant plus ou moins briller dans une conscience qui les saisit et les restitue. La représentation, quand se fait des choses, n'a plus à déployer en un espace souverain. Le tableau de leur mise en œuvre. Et elle est du côté de cet individu empirique qu'est l'homme, le phénomène, moins encore peut-être l'apparence d'un ordre qui appartient maintenant aux choses mêmes et à leur loi intérieure. Dans la représentation,
les êtres ne manifestant plus leur identité, mais le rapport extérieur qu'ils établissent à l'être humain. Celui-ci, avec son être propre, avec son pouvoir de s'en donner des représentations, surgit en un creux ménagé par les vivants. Les objets d'échange et les mots lorsque, abandonnant à la représentation qui avait été jusqu'alors leur site naturel, ils se retirant dans la profondeur des choses et s'enroulant sur eux-mêmes selon les lois de la vie, de la production et du langage. Au milieu du tout, serait pas le cercle qu'ils forment. L'homme est dessiné bien plus recueilli par eux, puisque c'est lui qui parle. Puisqu'on le voit résider parmi les animaux et en une place qui n'est pas seulement privilégiée, mais ordonnatrice de l'ensemble qu'il forme, même s'il n'est pas conçu comme terme de l'évolution. On reconnaît en lui extrémité d'une longue série. Puisque enfin, le rapport entre les besoins et les moyens qu'il a de les satisfaire est tel qu'il est nécessairement principe et moyen de toute production. Mais cette impérieuse désignation est ambiguë. Et en un sens, l'homme est dominé par le travail, la vie et le langage. Son existence concrète trouve en eux ses déterminations. On ne peut avoir accès à lui qu'au travers de ses modes, de son organisme, des objets qu'il fabrique, comme si au d'abord, ou seul peut-être, détenant la vérité, et lui-même, dès qu'il pense, ne se dévoile à ses propres yeux que sous la forme d'un être qui est déjà en une épaisseur nécessairement sous-jacente, en une irréductible antériorité, une vivante, un instrument de production, un véhicule pour des modes qui lui préexistent. Tous ces contenus que son savoir lui révèle extérieur à lui est plus vieux que sa naissance, anticipant celui, le surplombant de toute leur solidité et le traversant comme s'il n'était rien de plus qu'un objet de nature ou un visage qui doit s'effacer dans l'histoire. La finitude de l'homme s'annonce et d'une manière impérieuse dans la positivité du savoir. On sait que l'homme est fini, comme on connaît l'anatomie du cerveau, le mécanisme des coûts de production, ou le système de la conjugaison indo-européenne, ou plutôt au filigrane de toutes ces figures solides, positives et pleines. On perçoit la finitude et les limites qu'elles imposent. On devine comme en blanc
tout ce qu'elle rendant impossible. Mais à dire vrai, cette première découverte de la finitude est instable. Rien ne permet de l'arrêter sur elle-même. Et ne pourrait-on pas supposer qu'elle promet aussi bien ce même infini qu'elle refuse? Selon le système de l'actualité, l'évolution de l'espèce n'est peut-être pas achevée. Les formes de la production et du travail ne cessant de se modifier et peut-être un jour, l'homme ne trouvera plus dans son labeur le principe de son aliénation, ni dans ses besoins le constant rappel de ses limites. Et rien ne prouve non plus qu'il ne découvrira pas des systèmes symboliques suffisamment purs pour dissoudre la vieille opacité des langages historiques. Annoncé dans la positivité, la finitude de l'homme se profile sous la forme paradoxale de l'indéfini. Elle indique plutôt que la rigueur de la limite, la monotonie d'un cheminement qui n'a sans doute pas de bonne, mais qui n'est peut-être pas sans espoir. Pourtant, tout se continue. Avec ce qu'il dérobant et ce qu'il laissant aussi pointer vers le confin du temps. Non de positivité dans l'espace de savoir. Ils ne s'offrant à la tâche d'une connaissance possible que liée de fond en comble à la finitude. Car ils ne seraient point là, dans cette lumière qui les illumine pour une certaine part, si l'homme qui se découvre à travers eux était pris dans l'ouverture muette, nocturne, immédiate et heureuse de la vie animale. Mais ils ne se donneraient pas non plus sous l'angle aigu qui les dissimule à partir d'eux-mêmes. Si l'homme pouvait les parcourir sans reste dans l'éclair d'un entendement infini, mais à l'expérience de l'homme, un corps est donné qui est son corps, fragment d'espace ambigu, dont la spatialité propre et irréductible s'articule cependant sur l'espace des choses. À cette même expérience, le désir est donné comme appétit primordial à partir duquel toutes les choses prennent valeur et valeur relative. À cette même expérience, un langage est donné dans la vie duquel tous les discours de tous les temps, toutes les successions et toutes les simultanéités pouvant être donnés. C'est dire que chacune de ces formes positives où l'on peut apprendre qu'il est fini
ne lui est donné que sur fond de sa propre finitude. Or, celle-ci n'est pas l'essence la mieux purifiée de la positivité. Mais c'est à partir de quoi il est possible qu'elle apparaisse, le mode d'être de la vie, et c'est là même qui fait que la vie n'existe pas sans me prescrire ses formes, me se donner fondamentalement par mon corps, le mode d'être de la production, la pesanteur de ses déterminations sur mon existence, me sont donnés par mon désir et le mode d'être du langage. Tout le silage d'histoire que les mots font luire dans l'instant où on les prononce, et peut-être même dans un temps plus imperceptible encore, ne me sont donnés qu'au long de la mince chaîne de ma pensée parlant. Au fondement de toutes les positivités empiriques et de ce qui peut s'indiquer de limitation concrète à l'existence de l'homme, on découvre une finitude qui, en un sens, est la même. Elle est marquée par la spatialité du corps, la biance du désir et le temps du langage. Et pourtant, elle est radicalement autre. Là, la limite ne se manifeste pas comme détermination imposée à l'homme de l'extérieur parce qu'il a une nature ou une histoire, mais comme finitude fondamentale qui ne repose que sur son propre fait et s'ouvre sur la positivité de toute limite concrète.